Bonjour, chronique BD aujourd'hui, manga d'horreur plus précisément, avec un grand maître de l'horreur, j'ai nommé Ito Junji, donc avec le 15e volume de l'intégrale de ses bandes dessinées qu'est Le Mort Amoureux. Jusqu'à présent, après ma découverte émerveillée via le chef-d'œuvre Spirale, j'avais lu un autre gros volume plus ou moins suivi, Tomie, puis, un peu au pif, le 13e volume de l'intégrale Junji Ito, soit Le Cirque des Horreurs. Ce qui avait sans doute été l'occasion d'appréhender combien mon regard sur l'œuvre de ce maître avait quelque chose de biaisé, car Spirale et Tomie sont ses deux BD les plus amples, et de loin. Or, si Spirale au premier chef bénéficie d'une excellente réputation ô combien méritée, il semblerait que l'auteur soit plus communément loué pour ses histoires courtes. Dans Le Cirque des Horreurs, livrer quelques exemples, convaincants parfois, voire très convaincants, La ville aux pierres tombales en tête, et d'autres nettement moins. Mais cet ultime volume ne me permet certainement pas de porter un jugement assuré sur l'œuvre de nouvelliste d'Ito Junji. Il me faudra donc creuser davantage cette intégrale pour pleinement saisir, et au plus près, la portée de cette œuvre remarquable, au firmament de l'horreur, et pas seulement japonaise, et pas seulement en BD. Le Mort Amoureux, publication initiale en revue en 1996, soit juste un peu avant Spirale et le troisième et dernier arc de Tomie, est d'une certaine manière l'occasion de couper la poire en deux. En effet, il s'agit d'une histoire longue, au sens où les 4 récits contenus dans ce volume se suivent et se développent, plutôt des chapitres, du coup. Mais sur un format global, autrement bref que Spirale ou Tomie, 200 pages seulement, soit un volume comparable au Cirque des Horreurs dans la même collection. Nous sommes donc un peu à la croisée des chemins, ce qui a ses avantages et ses inconvénients. Pour dire les choses, j'ai globalement beaucoup apprécié cette lecture. Cependant, elle souffre de défauts criants, je ne peux le nier. Ils ne m'ont pas paru de nature à oblitérer tout intérêt pour cette bande dessinée délicieusement horrible, certes pas, mais je comprendrais très bien que d'autres se montrent moins enthousiastes. Tâchons donc de voir ce qu'il en est. La scène est à Natsumi, une relativement petite ville japonaise, pour le moins inquiétante, avec ses bancs de brume si fréquents. En fait, autant le dire, elle est en proie à une sorte de malédiction. Sous cet angle, elle peut assurément faire penser à d'autres villes ainsi décrites par l'auteur, comme bien sûr celle de Spirale, mais aussi la ville aux pierres tombales. Et peut-être d'abord cette dernière, car Natsumi est d'emblée déconcertante, sur la base de ses coutumes fort singulières. Là où, dans Spirale, sauf erreur, les particularismes de la ville sont certes latents dès le départ, mais ne se révèlent que petit à petit. Ici, les femmes, essentiellement de la bourgade, et au premier chef les lycéennes, se livrent dès le départ au petit jeu des prédictions de rue, lesquelles consistent à patienter dans la brume, de bon augure dit-on, puis à interpeller le premier passant, quel qu'il soit, pour lui demander de prédire son avenir, plus précisément sa vie amoureuse. Sera-t-elle heureuse en amour demande la jeune fille timide. Généralement en brandissant son sac devant ses yeux pour dissimuler son visage, déjà noyé dans la brume. Hélas, ce petit jeu fort innocent peut dégénérer à tout moment, car les oracles ne sont pas tous généreux et positifs. Et nul ne le sait mieux que Ryosuke, lycéen lui aussi, et qui avait vécu à Natsumi enfant, jusqu'à l'âge de 6 ans, mais avait fait sa vie ailleurs depuis. Il retourne maintenant à sa ville natale avec ses parents, l'occasion de retrouver des figures de son enfance, comme son premier amour, la charmante Midori, et quelques autres. Ce qui ne le met guère en joie visiblement. En fait, Ryosuke est d'un naturel sombre et angoissé, irritable aussi. Notamment cette coutume stupide des prédictions de rue suscite en lui des réactions extrêmes, où la colère explose. Mais la colère n'est qu'une façade pour la culpabilité et le remords. Enfant, Ryosuke avait, indirectement, fait les frais de cette petite coutume absurde. Une femme l'avait désigné dans la brume pour être son augure, et le petit garçon, pressé et inconscient de la portée de ses mots, avait déguerpi sans plus attendre en assurant méchamment à son interlocutrice qu'elle ne serait jamais heureuse en amour. Et la femme l'a prise au mot. Horrifiée par cette prédiction dont elle ne pouvait remettre en cause la véracité, elle s'est suicidée en se tranchant la gorge avec une lame de cutter. Un petit garçon de 6 ans n'était certes pas à proprement parler responsable de ce drame. Mais depuis ce très jeune âge, Ryosuke vit avec cette culpabilité insupportable, cette conviction d'avoir provoqué la mort de cette femme de par sa seule méchanceté irréfléchie. D'autant peut-être qu'il ne s'agissait pas de n'importe quelle femme, mais de la tante de Midori, elle-même inconsciente de ce qui s'est passé et de l'implication de Ryosuke. Il s'agissait d'une femme aux abois, engagée dans une liaison sans avenir avec un homme marié et enceinte de lui.
Les mots du petit garçon n'ont fait que précipiter son malheur, mais sans doute la résolution était-elle déjà là, sous les naïves prétentions de la femme au bonheur conjugal. Ryosuke, un temps, voudrait croire que tout cela, c'est du passé. Le remords demeure, il sera toujours là, mais le drame en lui-même remonte à une dizaine d'années après tout. Sauf que la coutume idiote persiste. Elle a peut-être même pris davantage encore d'importance. Et comme dans toute bonne malédiction, la marche implacable du destin, avec une ironie cruelle, force l'histoire à se répéter et à s'amplifier. Le retour de Ryosuke à Natsumi, en effet, coïncide avec plusieurs suicides de jeunes filles, toutes selon le même procédé. Elles se sont tranchées la gorge avec un cutter. Et il ne fait guère de doute aux yeux des habitants de Natsumi, et tout spécialement des camarades des défuntes, qu'elles ont agi ainsi parce qu'elles avaient reçu un mauvais oracle en réclamant des prédictions de rue. À vrai dire, exactement comme la tante de Midori en son temps. Mais cela, seul Ryosuke le sait. Mais il y a autre chose, un lien potentiel entre ces divers suicides. La rumeur court qu'un beau jeune homme, tout de noir vêtu, les traits androgynes, des boucles aux oreilles, navigue dans la brume, et que c'est lui qui rend ces oracles fatidiques, délibérément. La ville est bientôt obsédée par la figure fantomatique du beau jeune homme. Les lycéennes en viennent même à le traquer, non qu'elles lui veulent du mal, la vengeance en tête, mais pour obtenir précisément de ce prophète singulier et de mauvais augure la certitude de ce que leur vie amoureuse, contrairement à celle des autres, sera heureuse. Mais Ryosuke aussi cherche le jeune homme, qu'il hait, redoute, méprise, d'autant plus qu'il suppose lui être lié. Il lui est forcément lié. Car cette histoire ne saurait le laisser en paix, mais l'accable d'autant plus sous le poids des remords. Ryosuke est plutôt mignon, il a du succès auprès des lycéennes, trop sans doute. Quand sa prétendante la plus assidue, emportée par sa passion insane, dépérit à vue d'œil jusqu'au moment terrible où le cutter devient la seule solution à son drame, il n'y a plus guère de doute. D'une manière ou d'une autre, il est responsable de ce qui se produit, et intimement lié à cette épidémie de suicide qui frappe Natsumi. Or la ville n'a encore rien vu, et le beau jeune homme de la brume ne s'en tiendra pas à quelques cadavres de fraîches et naïves lycéennes. Sous cet angle, le mort amoureux, je ne sais pas vraiment ce qu'il faut penser de ce titre à ce stade, m'a fait l'effet d'une lecture très douloureuse, je ne peux pas le cacher. L'histoire est proprement horrible, mais sur un mode assez différent des codes du genre, et qui peut avoir une certaine résonance, variable selon les lecteurs et les circonstances. Reste que le thème essentiel est donc celui du suicide, ou plus exactement, et non sans une certaine cruauté perverse, des répercussions du suicide, ou d'une flopée en l'espèce, sur ceux qui survivent. D'où ce jeu complexe et terrible sur la responsabilité en la matière, qui débouche bientôt et inévitablement sur le remords, très essentiel de Ryosuke. Mais bien sûr, dans la BD comme dans la vie, le fait est que ces personnages qui y demeurent ne sont au fond pas responsables, quoi qu'on leur dise. Les suicider dans un éventuel chantage pas forcément conscient, mais pas seulement. Aussi d'autres survivants prompts à se défausser sur un coupable idéal, les exonérant de leur propre mauvaise conscience. Quoi qu'on leur dise donc, ou quoi qu'ils se disent eux-mêmes. L'horreur ne réside pas tant dans leurs propos un peu trop désinvoltes ou dans leurs questionnements éventuels quant à leur part de responsabilité dans ce qui se produit, mais bien dans l'impuissance qui est la leur. Impuissance qui, bien loin de leur apporter le moindre réconfort en les assurant de ce qu'ils ne sont au fond pour rien dans tout cela, ne fait qu'accroître encore leur souffrance. Ryosuke, bien sûr, en témoigne. Culpabilité, remords, il a déjà donné. Impuissance ? Il entend trouver le beau jeune homme dans la brume et mettre fin à son petit jeu cruel. En tant que tel, il a un comportement héroïque. Mais nous nous en doutons d'emblée, cette quête est au mieux vaine. Au pire, elle pourrait même confronter notre héros aux turpitudes latentes de son inconscient. Le thème est grave assurément, terrible même, mais pour en traiter, Ito Junji use de plusieurs outils en apparence seulement contradictoires. En effet, le mort amoureux joue aussi bien de la carte de la terreur pure et parfaitement premier degré que de la carte du grotesque perversement drôle à un autre niveau. Oui, drôle et horrible tout à la fois. Mais plus subtilement probablement que dans le cirque des horreurs, nouvelle que j'avais trouvée proprement hilarante. Ici, le ton demeure plus sérieux dans l'ensemble. Comparaison qui s'applique éventuellement aussi au cas du Suicide Club de Sion Sono, sur un thème pas forcément si éloigné, au départ tout du moins. Mais oui, l'auteur, même avec un sujet pareil, peut-être a fortiori, ne rechigne donc pas à user d'un expédient à première vue saugrenu, l'humour. Un humour pervers, sadique même, néanmoins de l'humour, et qui doit beaucoup à l'outrance assumée du propos. En ce sens,
Et sans que le gore soit nécessairement de la partie, mais il l'est régulièrement, l'excès des tableaux et des situations relève sans doute pour partie de la tradition du grand guignol, avec tout ce qu'elle peut avoir de jubilatoirement scabreux. En même temps, parenthèse, car Japon oblige, mais pour le coup en évacuant au moins pour un temps cette dimension d'humour grotesque, en fait de tradition je suppose de toute façon que l'on pourrait traiter de la question au travers de traits culturels plus spécifiquement nippons. À creuser, disons, outre ce side club éventuellement, dans La mort volontaire au Japon, les scènes Maurice Pinguet, ou, sans passer nécessairement par ce détour extérieur, en envisageant directement, mettons, les tragédies bourgeoises de Chikamatsu, tout particulièrement celles mettant en scène des doubles suicides amoureux basés sur des faits divers des plus sordides. Je reviens à l'humour. En fait, s'il est un procédé ici qui convoque en même temps l'angoisse, la gêne, la terreur et le rire nerveux, c'est sans doute la mise en scène du harcèlement. Alors je mets des guillemets pleins, il s'impose, bien sûr, car le harcèlement n'a objectivement rien de drôle. En fait, c'est une ligne directrice du récit d'Ito Junji. Ryosuke, tout au long de ses 4 récits, est très régulièrement confronté à des formes de harcèlement particulièrement excessives et qui pourraient le cas échéant se trouver à 2 doigts seulement de la parodie comme de la grivoiserie, un jeu d'équilibriste assurément délibéré. Ainsi peut-être dans le premier chapitre de cette première amoureuse, insistante, et qui se mue toujours un peu plus en cadavre, même si c'est alors clairement la gêne, teintée d'impuissance et de désespoir, qui domine clairement. La thématique du harcèlement est ensuite reprise dans le deuxième récit, avec cette femme tourmentée, plus âgée, mais foncièrement indécise, et qui s'invite chez les gens, et pas uniquement à Ryosuke d'ailleurs, pour qu'ils lui disent ce qu'il faut qu'elle fasse, au fil de longs argumentaires, qu'elle oublie aussitôt, revenant sans cesse pour poser encore et toujours les mêmes questions aux allures de dilemme. Ici, la coutume un peu bébête des prédictions de rue est détournée pour exprimer plus frontalement son contenu sous-jacent. Et sous la gêne dominante, voire l'agacement souhaité, le rire nerveux commence à percer. Enfin, l'approche s'assume plus ouvertement grotesque vers la fin de la BD, quand Ryosuke est poursuivi dans les rues embrumées de Nazumi par des centaines de lycéennes amoureuses qui voient en lui le beau jeune homme tout de noir vêtu qu'elles vénèrent comme autant de groupies, et par-delà la mort, tant leur passion est envahissante. Et pour le coup, c'est horrible à dire, mais l'excès des tableaux devient alors assez clairement drôle, oui. Faut-il y voir une rupture de ton pour autant? Pas forcément. Je suppose que l'on pourrait comparer par exemple avec ce qui se produit dans Spirale, BD certes moins porté sur l'humour, et c'est peu dire, mais dont la saveur tenait pour partie à ses excès soudains et d'autant plus terribles. En fait, j'ai l'impression, c'est bien une marque de fabrique de l'auteur, une singularité même. Car si l'association du rire et de l'effroi est un lieu commun du genre horrifique, la manière dont Ito Junji en use a toujours quelque chose de foncièrement original et souvent surprenant. Toutefois, ne nous voilons pas la face, la BD pêche par plusieurs aspects. Je m'en tiens pour l'heure uniquement à la dimension narrative, j'en viendrai ensuite seulement au dessin. Comme souvent, j'ai parcouru les critiques en ligne avant de rédiger ce compte-rendu. Pour le coup, le ressenti global est très varié. Si personne ne hisse le mort amoureux au niveau, disons, de Spirale, on trouve ça et là des retours très positifs néanmoins. D'autres sont plus mitigés, voire négatifs, et qui proviennent souvent d'amateurs d'Ito Junji, avant tout quand il s'exerce dans la forme courte. Mais dans les critiques, bonnes ou mauvaises, une remarque revient souvent, qui se rapporte au rythme du récit, généralement jugé problématique et parfois précisé comme étant trop lent. Pour ma part, je ne suis pas tout à fait certain qu'il s'agisse vraiment d'une question de rythme, et en tout cas la lenteur relative de l'exposition, disons donc le premier des 4 récits, ne m'a pas le moins du monde gêné. Bien au contraire même. Pour le coup, j'y ai retrouvé quelque chose anticipant Spirale, qui ne tarderait plus guère dans la bibliographie de l'auteur. Et la comparaison me paraît toujours valable pour la suite des opérations, et tout particulièrement, bien sûr, le climax excessif au possible. Dans les 2 BD, Ito Junji, après avoir très soigneusement élaboré son ambiance au travers d'une exposition méticuleuse et riche de présages menaçants, lâche totalement la bride, et brutalement, pour coucher sur le papier ses fantasmes les plus outrés. Et me concernant, ça marche très bien. Mais que ce soit vraiment une question de rythme ou encore autre chose, j'avoue que certains passages sonnent un peu faux, qui affaiblissent l'intérêt global du mort amoureux, même si, j'y tiens, c'est dans l'ensemble une lecture que j'ai beaucoup appréciée. En fait, pour le coup, le format un peu bâtard de cette BD, une novella peut-être, a éventuellement sa part de responsabilité. Car certains développements tapent à côté qui donnent un peu l'impression d'un auteur cherchant de quoi rallonger la sauce,
au risque, comme on dit pour les séries télévisées s'éternisant un peu trop, de l'évolution façon Jump the Shark. Ici, c'est tout particulièrement le cas, à mon sens, dans le troisième récit. Certes pas dénué de bonnes choses, mais usant néanmoins d'un fil rouge que j'ai trouvé très maladroit, avec le copain de Ryosuke, Tejima, qui fait n'importe quoi et, chose particulièrement gênante, ruine finalement par ses actions la question pourtant pertinente et forte, cruciale même dans la BD, de l'identification entre Ryosuke et le beau jeune homme dans la brume. C'est vraiment dommage, car les bonnes scènes ne manquent pas dans ce chapitre, mais elles sont inévitablement affaiblies par ce dévoiement un peu grossier d'une intrigue de fond qui l'avait d'abord au mieux servi. Globalement, le quatrième et dernier récit sauve les meubles en revenant indirectement sur cette maladresse, quitte donc à mettre en avant la carte de l'humour un peu pervers en guise d'ultime retournement. L'image des lycéennes acharnées dans leur poursuite de Ryosuke délaisse le prosaïsme policier du troisième chapitre pour revenir, mais différemment, au substrat antérieur d'horreur psychologique, en l'opposant pourtant cette fois à une couche supplémentaire d'horreur graphique. Ceci globalement avec bien plus de pertinence et bien plus d'efficacité. Ou du moins est-ce le cas pour la majeure partie de cet épisode? Car la fin n'est clairement pas satisfaisante. Et ça, j'ai l'impression que c'est un travers commun chez Ito Junji. Si la bizarrerie ultime de la fin de Spirale se montre convaincante, la série Tomie pêche sans doute un peu sous cet angle, ainsi que plusieurs des histoires courtes du Cirque des Horreurs, et au premier chef la nouvelle titre. Bien sûr, sur la base de ces trois seules lectures, dénoncer un défaut récurrent chez l'auteur est sans doute un peu hardi. Nous verrons bien car j'en dirai davantage. En tout cas, ici, la conclusion n'en est pas vraiment une. Elle est particulièrement plate, en contraste avec l'outrance globale de ce dernier chapitre, clairement précipitée, là pour le coup oui, intervient la question du rythme, aucun doute là-dessus, et parfaitement frustrante. C'est très fâcheux car cette dernière impression vient ternir quelque peu l'effet général de la BD qui, globalement, m'a beaucoup parlé, séduit, effrayé, dérangé, agressé, sur le vif. Et le dessin? Il m'a fait l'effet d'être assez inégal, même s'il s'agissait peut-être de jouer justement sur ce contraste. Disons que le dessin normal m'a apparu globalement plutôt médiocre, au mieux, avec des personnages relativement ternes et des décors plutôt minimalistes le plus souvent. Bizarrement, alors même que cette approche ne m'a pas vraiment convaincu ici, à la parenté avec certaines œuvres du maître nippon d'Ito Junji, à savoir l'immense Umezu Kazuo, m'a paru assez marqué, comme dans les premiers épisodes de Tomie peut-être. Ce quasi-paradoxe mis à part, le dessin lambda d'humour amoureux n'est clairement pas son plus grand atout. Pourtant, il s'accompagne d'autres séquences qui m'ont fait l'effet d'être autrement travaillées et pertinentes. Le plus flagrant sans doute concerne les scènes proprement horrifiques, d'une grande méticulosité qui fait contraste avec la simplicité dévolue aux personnages normaux de la BD. Même si les traits de plus en plus marqués de Ryosuke, fatigué autant qu'horrifié par les événements qui font alors le quotidien de Natsumi, constituent probablement une sorte de passerelle entre la norme et l'horreur. Jusqu'au moment, bien sûr, où l'horreur submerge totalement la norme. La foule grotesque des lycéennes suicidaires ou suicidées dans le dernier récit participe étrangement de cette même approche, mais en accentuant les traits jusqu'au stade où le rire nerveux perce sous l'effroi. Globalement, le mort amoureux m'a paru ici plus sage, assurément, que Spirale, peut-être aussi que Tomie ou les trois premières nouvelles du Cirque des Horreurs. L'extrême folie des déformations les plus improbables n'est finalement guère de la partie, et l'horreur du mort amoureux est sans doute plus conventionnelle sur le plan graphique. Pour autant, cet album ne manque pas d'images fortes, avec ces jeunes filles qui sont autant de cadavres, pas moins passionnées pour autant. Une touche de gore ça et là, essentiellement dans les geysers de sang jaillissant sous les coups de cutter, garantit au lecteur qu'il en a pour son argent en matière d'horreur graphique. Ito est dans ce domaine un maître, je ne lui connais pas de pair. Mais au-delà de ces éclats démonstratifs, et je ne m'en plains pas, bien au contraire, il faut aussi relever dans le dessin du mort amoureux l'astuce et l'inventivité d'Ito Junji baignant son récit dans la brume. Cette idée somme toute assez banale est brillamment mise en scène par un auteur qui n'inserte pas de leçon à recevoir de qui que ce soit en ce qui concerne l'ambiance, mais cela va au-delà, en lui permettant de tenter des choses un peu différentes sur le plan graphique, que je n'irai certainement pas jusqu'à qualifier d'expérimental, ça serait bien exagéré, mais qui constitue une alternative bienvenue, jouant sur le contraste avec le dessin banal du récit en pleine lumière, et à vrai dire tout autant avec les compositions outrées de la terreur dessinée. D'où ce bilan global, mitigé forcément, ou plutôt mitigé objectivement, la BD souffre à n'en pas douter de quelques pains au regard tant du scénario que du dessin. Mais c'est fatigant, l'objectivité. Le fait est que le mort amoureux m'a beaucoup parlé, et sur la durée.
J'y ai retrouvé bien des choses que j'apprécie chez Ito Junji, son don pour l'ambiance, son inventivité, son originalité qui hisse ses productions au-dessus des standards de l'horreur et parviennent toujours ou presque à surprendre le lecteur. En tout cas, à me surprendre moi. La douleur profonde associée au thème de cette BD a achevé d'en faire une lecture précieuse, à mes yeux, et forte en tout cas, au point où je m'accommode en définitive des quelques errances de la narration, de cette fin frustrante, ou de ce dessin parfois médiocre. Et je compte bien poursuivre avec Ito Junji, je n'en ai certainement pas fini avec lui.